Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver sur la chaîne YouTube et le site internet de la Société de Géographie. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir avec nous Olivier Antoine qui vient de sortir cet ouvrage passionnant, Géopolitique du soja, sorti donc en 2025 aux éditions Armand Collin. Alors, Olivier Antoine, bonjour. Bonjour. Alors, à la Société de Géographie, on a une sorte de petite coutume, de petite tradition pour commencer. Est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter? Alors, je suis Olivier Antoine, je suis docteur en géopolitique, directeur aussi d'un cabinet de conseil qui s'appelle Orae Géopolitique, qui est spécialisé dans l'analyse du risque géopolitique dans les questions d'agriculture, d'alimentation, de sécurité alimentaire, et notamment et plus particulièrement sur la question du soja. Alors, je le disais en introduction, mais c'est toujours bon de le répéter, hein. Vous venez de publier une géopolitique du soja chez Armand Collin. Alors, vous savez, en géographie, nous, on aime bien commencer par de l'histoire. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est souvent comme ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire assez succinctement d'où il vient, ce soja, et comment il s'est diffusé dans l'histoire? Alors, merci de cette introduction historique parce que l'une de mes premières profs de géopolitique, c'était Béatrice Gibelin, qui avait une phrase qui était la suivante et qui est toujours la suivante. Il n'y a pas de géopolitique sans histoire ni géographie. Donc, c'est très bien de commencer par le prisme historique. Bah, le soja, c'est une plante asiatique d'origine plutôt chinoise qui, pendant des centaines et des milliers d'années, est restée cantonnée à l'Asie de l'Est où elle était produite en Chine d'abord, puis elle a migré vers le Japon, vers la Corée. Et ce qui fait une curiosité historique, c'est que ce petit grain ne s'est pas implanté ailleurs. Il a mis beaucoup de temps avant de pouvoir dépasser vraiment les frontières de l'Asie, quand bien même il a accompagné les migrations de la religion bouddhiste, qui voyait dans le soja la possibilité d'avoir un aliment riche en protéines et évidemment d'origine végétale. Il ne s'est pas implanté dans d'autres contrées et il faudra attendre pour cela le 19e siècle et les premiers grands échanges de la naissance du capitalisme mondial. Et là, le soja commencera à s'implanter vers l'Indonésie, dans les colonies plutôt anglaises et néerlandaises en Asie du Sud-Est. Et puis ensuite, il migrera vers l'Europe, les États-Unis et bien plus tard et plus proche de nous, vers l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, le Paraguay, tous ces pays-là. Alors, en géographie, il y a beaucoup de géographes qui ont travaillé sur le blé, sur le maïs, sur le riz, etc., en appelant toutes ces céréales des céréales de civilisation. Vous mettez, alors sans mauvais jeu de mots, hein, vous mettez un petit peu les pieds dans le plat et vous nous dites qu'en fait, le soja, comparé à ces trois céréales, bah, c'est pas une plante de civilisation. Alors, pourquoi est-ce que vous dites que le soja n'est pas une plante de civilisation, il n'a pas créé une civilisation dans son sillage? Alors, ce qui est très remarquable quand on compare le soja au riz, au maïs, au blé, alors on pourrait prendre peut-être d'autres céréales, mais en tout cas, ces trois céréales-là, ce qui est un fait marquant dans l'histoire, c'est qu'elles ont effectivement été toujours au sein de constructions de civilisations agricoles, que ce soit le riz, les grands empires risicoles asiatiques, le blé pour le croissant fertile, le pourtour méditerranéen, le maïs pour toutes les civilisations précolombiennes. Ce qui est très marquant, c'est que le soja aujourd'hui a une place particulièrement centrale dans la sécurité alimentaire, au même titre que ces trois céréales. Mais historiquement, on remarque qu'il ne participe à aucune mythologie fondatrice. On n'a pas, comme le dieu maïs pour les Aztèques ou les Mayas, on n'a pas de dieu soja. Donc, quand on se penche un petit peu plus près sur cette question, on se rend compte qu'il a fait partie des grains considérés comme essentiels et vitaux à l'époque des empires chinois. Il était considéré comme un grain sacré puisqu'il accompagnait là aussi l'orge, le millet, le blé, le riz, mais il n'a jamais obtenu de stature symbolique, mythologique, contrairement au blé et au riz. On remarque notamment en Chine que, alors, si le riz était particulièrement important et sacré, le blé, quand il a été introduit, est devenu aussi un symbole de richesse, notamment dans les contrées du Nord. Et ça n'a jamais été le cas du soja, qui a toujours accompagné, notamment le blé, le maïs
plus tard, en fait, très tôt dans l'histoire, on comprend sa capacité à fixer de l'azote dans le sol. Donc, en gros, c'est une bonne béquille pour les autres cultures. Et c'est peut-être ce qui va le desservir. Autre chose, d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue purement culinaire, c'est pas un grain de consommation directe. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué dans l'histoire et c'est ce qui continue encore à beaucoup jouer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est invisible. Alors, certes, très tôt dans l'histoire, l'apparition de dérivés, sauce soja, miso, tofu, tempeh, c'est très ancien, ça, dans les cultures asiatiques. Mais il y a tout un processus de production qui finalement va limiter la portée du soja dans la gastronomie des pays qui le cultivent, alors que le riz, le blé, on a juste à le bouillir, on le mange. Concrètement, quand on lit des chroniques, notamment les Européens qui accueillent le soja assez tôt dans l'histoire, 17e, 18e siècle, on peut lire des chroniques. Concrètement, le soja, c'est pas bon. Voilà, on le fait bouillir, ça sent pas bon, le goût n'est pas agréable. Donc, c'est ce qui va finalement le reléguer et en faire ce que j'ai dit, un grain sans mythe, un grain sans civilisation. Mais alors justement, comment est-ce que ce soja, sans mythe, sans civilisation, sans goût même, se transforme en une ressource agricole absolument incontournable, stratégique et peut-être l'une des plus mondialisées, paradoxalement? Alors, ce qui va faire sa force, c'est que premièrement, il est extrêmement riche en protéines et que c'est une protéine végétale, on va dire, c'est l'une des meilleures protéines végétales que l'on peut rencontrer. Donc, cette protéine végétale, très rapidement, on va comprendre elle peut être un apport nutritionnel pour la production de viande, pour le bétail, pour les poules, la production de volaille, la production de porc, la production de bœuf, jusqu'à la production de poissons. Donc, ça, c'est un avantage qui va visibiliser aux yeux de l'homme le soja et qui va lui faire traverser un peu le temps. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses grandes caractéristiques aujourd'hui, et c'est ce que j'interroge, c'est comment un grain aussi invisible peut-il être aussi central dans la sécurité alimentaire mondiale. Ça vient se coupler à une autre caractéristique qui est agronomique que je vous ai citée précédemment, c'est sa formidable richesse, sa formidable capacité à fixer l'azote dans le sol. L'azote, c'est l'engrais. Donc, concrètement, quand on met du soja, on en parle beaucoup aujourd'hui pour un petit peu aider à la durabilité des sols et à la durabilité des agricultures, de pouvoir avoir des rotations de cultures avec des plantes qui enrichissent le sol en azote. Le soja est un magnifique enrichisseur de sol. Et donc, ces deux caractéristiques vont lui permettre de se positionner premièrement dans les agricultures en rotation dans un premier temps, et ensuite cette richesse protéique va lui permettre non pas d'être destiné à la consommation humaine, mais à la consommation animale. Et ce qui va être le moment, un petit peu le facteur qui va bouleverser la production de soja et le faire passer derrière le rideau sur l'avant de la scène, quand bien même on ne le voit pas beaucoup, mais il est quand même aujourd'hui très présent sur le devant de la scène de la sécurité alimentaire, c'est le changement de diète au niveau mondial. On ne se nourrit plus aujourd'hui comme on se nourrissait avant. Aujourd'hui, concrètement, depuis une bonne cinquantaine d'années, on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de viande, quel que soit le type de viande, que ce soit du porc, du poulet, du bœuf, que ce soit du poisson. Et évidemment, cette explosion de la consommation de viande, d'abord dans les pays qui s'industrialisent, en Europe, aux États-Unis, les pays occidentaux, et plus tardivement, les pays du Sud, les pays en voie de développement qui vont devenir des pays émergents. On pense à la Chine, un pays maintenant émergé. Toute cette évolution de la consommation alimentaire et de la consommation de viande va évidemment tracter les besoins en protéines végétales pour produire ces viandes-là. Et c'est là que le soja va trouver finalement une voie royale pour s'imposer.
Mais j'imagine que même si sa consommation, alors pas forcément directe, mais à travers la nourriture animale, est désormais très mondialisée, il y a quand même des grands pôles de production, de commerce, d'échange, etc. Donc si je vous demandais par exemple de définir, de décrire, oui, de décrire une sorte de géographie mondiale du soja, quels seraient les pôles prescripteurs ou les pôles importants qui ressortent? Alors, on a trois pôles. On a le pôle les Amériques, production, exportation. On a les pôles de consommation en face, qui pour certains produisent, c'est le cas de la Chine, berceau historique, qui continue à produire, mais qui ne produit pas suffisamment pour satisfaire l'immensité de ses besoins. Donc la Chine, le grand pôle importateur, et on a l'Union européenne, qui est aussi l'autre grand pôle importateur. Alors justement, dans votre ouvrage, vous montrez, alors on parle de l'histoire, ensuite on parle de géographie, etc. Et puis vous arrivez quand même à quelque chose de très, une approche aussi très économique. Vous montrez que ce marché globalisé et mondialisé du soja, il se distingue d'autres marchés céréaliers par le fait qu'en fait, il a une structure que vous appelez oligopolistique. Donc des très grands, voire des gigantesques groupes, des mastodontes industriels qui ont la main dessus. Alors concrètement, quelles sont les conséquences commerciales et quelles sont les conséquences peut-être même agronomiques, économiques de cette structure si particulière du marché du soja? Alors, ce qui est intéressant, si on regarde un petit peu, on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, c'est que les autres grains, que ce soit le maïs, le riz, le blé, ont voyagé, dès qu'ils ont été rencontrés, ont voyagé, se sont implantés, et on a des bassins de production relativement éparpillés dans le monde. Quand bien même, on a des très gros producteurs qui peuvent peser plus lourd que d'autres, évidemment, mais relativement éparpillés. La caractéristique du soja, c'est que finalement, lui, il a voyagé très tard. Il a voyagé vraiment à partir du 19e siècle et fin 19e siècle et s'est imposé en dehors de sa sphère de production historique qui était l'Asie de l'Est. Il s'est imposé aux États-Unis à partir des années 30 de manière assez importante. Les États-Unis devenant ce premier producteur-exportateur mondial incontesté jusqu'au début du 21e siècle. Et puis, ensuite, vers l'Amérique du Sud, où il a trouvé une terre d'accueil où aujourd'hui il prospère au point de voir le Brésil être devenu le premier producteur, premier exportateur, et donc d'avoir détrôné les États-Unis. Cette rapidité-là, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire. Les autres grains se sont imposés vraiment sur des temps longs et évidemment accompagnant les besoins alimentaires qui ont grandi au fur et à mesure des siècles qui passaient. Ce qui va caractériser le soja, c'est que très vite, il va falloir produire énormément de soja pour pouvoir pallier à ce besoin, répondre à ce besoin de consommation. La démographie mondiale galope depuis le début du XXe siècle à une vitesse phénoménale. Et donc, ces besoins alimentaires-là, il n'y a jamais eu dans l'histoire une culture qui a dû s'adapter aussi vite. Toutes les autres cultures ont pris le temps. Donc, peu de pays avaient les conditions requises pour pouvoir produire autant, avoir des espaces disponibles. Et c'est évidemment, on en parlera peut-être après, il y a des conséquences environnementales, mais concrètement, ça a concentré la possibilité de produire. Les bassins qui avaient déjà développé du maïs, qui avaient déjà développé du blé, qui avaient déjà développé d'autres cultures, sont restés sur ces cultures-là. Le soja a cherché à trouver, en tout cas, des pays où il y avait de la place. Alors, soit il y avait de la place parce qu'il y avait des plaines disponibles, soit parce qu'on a déforesté. Donc, on a un premier pôle là de concentration de la production. C'est très important. On a très peu de pays finalement qui produisent. Aujourd'hui, concrètement, vous avez 6 pays qui concentrent 85 à 90% de la production mondiale. Et vous avez 3 pays qui vont concentrer à eux seuls quasiment la totalité des exportations. Donc déjà là, on a une première indication de cet oligopole de producteurs. Mais ce n'est pas tout. Toute la chaîne industrielle, parce que le soja, en fait, ce qui va le caractériser, c'est qu'il va intégrer un bouleversement des systèmes alimentaires dans le monde. Il va être imposé par les États-Unis au début du XXe siècle, milieu du XXe siècle. Ça va être cette industrialisation de la production alimentaire. Et cette industrialisation de tout le système alimentaire, ça va aller des champs,
où on va avoir une intensification de l'agriculture, mais ça va aller aussi dans l'élevage, on va avoir cette fameuse élevage hors sol, l'industrialisation de la production de viande, et jusqu'à une consommation qui va être celle d'une consommation où la viande va être évidemment la pièce centrale du menu des Occidentaux, puis ensuite des pays en développement, mais avec le fast-food, avec une alimentation beaucoup plus rapide. Et ce qui va marquer l'ensemble de cette chaîne alimentaire, ça va être la concentration. Et le soja étant concentré dans certains pays, il va être complètement intégré dans cette chaîne de production, depuis l'amont jusqu'à l'aval, où on a peu d'entreprises, entreprises du négoce, entreprises de production, peu de pays producteurs, des maillons très concentrés. Et c'est ce qui va faire vraiment une caractéristique du soja et qui va finalement octroyer une certaine puissance, soit à certains pays, soit à certains acteurs, parce qu'ils vont avoir un tel pouvoir de concentration, évidemment, qu'ils vont peser sur la sécurité alimentaire mondiale. Alors, vous avez commencé à l'évoquer en disant que, il y avait quand même certaines conséquences à cette production de soja. Moi, j'ai l'impression que cette plante, elle est quand même très pointée du doigt ces dernières années, tant pour des questions agronomiques, comment faire pour augmenter les volumes de production, que sur des questions de transport, faire transiter des quintaux de soja d'un point du globe à l'autre. On se doute bien qu'il y a une petite empreinte environnementale là-dessous. Donc, alors peut-être, pour ma dernière question, quelque chose d'un petit peu plus prospectif. Vers quoi on se dirige? Est-ce qu'on se dirige vers un statu quo? Bon, on ne peut pas vivre sans soja, donc bon an, mal an, il va falloir accepter les conséquences. Est-ce qu'on se dirige vers une évolution quand même des pratiques agronomiques, peut-être d'une meilleure localisation de la production? Ou est-ce qu'au contraire, on se dirige plutôt vers une substitution de ces protéines à base de soja par d'autres? Alors, on a parlé depuis quelques années des insectes qui pourraient peut-être remplacer les protéines de soja dans l'alimentation, au moins animale, en attendant l'alimentation végétale. Vous, avec votre expertise, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est vrai que le soja, aujourd'hui, a une étiquette qui lui est collée, qui est celle de la déforestation. Avant celle-là, il y avait une autre étiquette qui lui était collée, qui était celle des OGM et de l'utilisation notamment du glyphosate à outrance dans certaines régions du monde. Clairement, l'Amérique du Sud est pointée du doigt. Euh, le soja, aujourd'hui, il est indispensable dans la sécurité alimentaire. Concrètement, on ne produit pas de viande à l'échelon industriel sans utiliser du soja. Cette fameuse concentration oligopolistique a permis une chose, c'est qu'aujourd'hui, cette chaîne, elle est particulièrement bien huilée, elle est rentabilisée, et donc n'importe quel acteur qui voudrait rentrer en compétition avec le soja, c'est très difficile. Mais évidemment, on continue à avoir à l'esprit que certains aimeraient changer pour des raisons qu'elles soient environnementales, pour des raisons stratégiques. Ça a été le cas de la France en 2018, après un incident diplomatique entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président du Brésil, autour de la déforestation et des incendies en Amazonie. Il a été question d'essayer d'avoir une autonomie stratégique et protéique en France, donc de dépendre moins de nos importations là pour des questions à la fois environnementales et diplomatiques. Donc, évidemment, le soja aujourd'hui, il est challengé, il est questionné. La réalité, c'est que on a des réglementations qui aujourd'hui visent à essayer de bien encadrer tout ce qui pourrait être déforestation liée au soja. La déforestation liée au soja aujourd'hui, elle est minime par rapport à ce qu'elle aurait pu être au début, fin des années 90, début des années 2000, quand on a eu le premier grand boom, où là, effectivement, on a eu pas mal de difficultés. Pour rappel, en 2008, le Brésil signe un moratoire sur le soja amazonien. Donc, tous les acteurs de la filière se voient désormais, une fois signataires, interdits de commercer, d'échanger du soja qui serait issu de la déforestation. Ça a eu quand même une incidence très forte et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est face à des acteurs qui ont conscience qu'il y a une demande on va dire, de production plus vertueuse, quand bien même tous les acteurs de la planète ne s'accorderaient pas dessus, certains sont moins regardants sur les conséquences environnementales. La question de savoir si on est capable aujourd'hui de substituer le soja par autre chose,
et évidemment très difficile. Vous avez évoqué les insectes. Les insectes, c'était une bonne idée, très riche en protéines, relativement simple à produire, mais on se rend compte que les coûts de production, par rapport aux coûts de production du soja, bah, ils sont complètement en décalage. On a imaginé la possibilité de produire des protéines à partir de gaz, la dégradation du méthane avec des bactéries, ça produisait de très bonnes protéines. Pareil, le prix complètement décalé. Sans parler qu'alors là, si le soja est un grain sans civilisation, qu'est-ce qu'on pourrait dire des protéines issues du gaz? Là, on remettrait complètement en question l'assise agricole des civilisations qui nous ont précédés et qui finalement nous marquent aujourd'hui. Donc, le soja a encore de très belles années, je pense, devant lui. Il est vraiment comme je vous le disais, indispensable à la sécurité alimentaire. Or, aujourd'hui, tous les pays qui se développent, on remarque que la courbe de progression de la consommation de viande dans ces pays-là se développe aussi. Donc, ce n'est pas du poulet fermier qui est vendu généralement dans ces pays-là, c'est plutôt du poulet en batterie, c'est plutôt bah, ce fameux système alimentaire très industrialisé au cœur duquel on a besoin d'avoir euh, une protéine végétale bon marché. Et donc, cette protéine végétale bon marché, soit eh bien, il faut l'importer, et c'est ce qui aujourd'hui est plutôt le système en place, à savoir des grands volumes qui transitent d'un continent à un autre, soit, et c'est peut-être aussi ce qui va pérenniser l'avenir du soja, c'est qu'on va peut-être voir pousser du soja dans de nouvelles zones. L'Afrique commence à, beaucoup de pays africains s'intéressent à la production de soja pour pouvoir justement produire derrière de la protéine localement, de la protéine carnée. Donc, clairement, on parle d'élevage de volailles dans certains pays. On voit une augmentation assez significative au Togo, au Bénin, au Nigeria. On commence vraiment, d'autres pays s'y intéressent. Il y a des grands projets qui ont été peut-être un petit peu précoces dans certains pays. Je pense au Mozambique où le Brésil avait un immense projet qui était un petit peu un copier-coller de ce qu'ils avaient réussi à faire, eux, dans les années 60-70. Bon, le projet a périclité parce qu'il ne prenait pas vraiment en considération les réalités géopolitiques locales. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a la Chine aussi qui commence à s'intéresser aux terres qui se libèrent en Sibérie, donc des nouvelles zones. Et ce qui va caractériser la capacité du soja peut-être aussi à s'implanter ailleurs, c'est que dans cette chaîne de l'amont à l'aval, il y a une partie de la chaîne aussi qui est aujourd'hui bien amortie et avec beaucoup d'avance sur d'autres cultures, c'est le fait qu'on a une R&D en semences qui est très pointue. Et donc aujourd'hui, on est capable, c'est ce que la Chine a démontré, hein, la Chine a acheté, elle ne voulait plus dépendre des oligopoles semenciers nord-américains, puisqu'elle est évidemment en conflit avec les États-Unis. Donc elle a acheté des entreprises pour pouvoir acheter un savoir-faire qu'elle ne connaissait pas. J'ai gagné du temps. Et aujourd'hui, bah, c'est grâce à ces entreprises qui maîtrisent la génétique du soja, on commence à voir poindre des projets d'expansion agricole vers la Sibérie, dans certaines parties d'Afrique. Donc, je pense que le soja a encore de belles années avant de se retrouver concurrencé. Et comme le soja a de futures belles années encore devant lui, bah, je le rappelle, hein, et je le recommande surtout votre dernier ouvrage, Géopolitique du soja, paru aux éditions Armand Collin. Là, on a simplement un petit peu évoqué les grands enjeux, mais vous rentrez vraiment dans le détail, et à la fois par thématique, par aire géographique, donc vraiment pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par la dimension géopolitique de l'agriculture, de l'alimentation, mais aussi par un prisme un petit peu différent des relations internationales. Bah, je le répète, hein, ce livre est fait pour vous. Olivier Antoine, merci beaucoup pour ces réponses passionnantes